Merci beaucoup de cette invitation. Je vais vous parler d'Ehlers-Danlos vasculaire. Donc c'est vraiment une forme qui est mineure en termes de fréquence par rapport aux autres formes de syndrome d'Ehlers-Danlos, mais qui est assez importante en tout cas pour nous, pour notre centre, mais aussi en termes de pronostic, dont vous connaissez parfois la problématique. Alors, je vais vous parler des actualités. Donc on va parler d'actualités de mode de prise en charge. Qu'est-ce qu'on connaît là-dessus? La première chose, c'est qu'en termes de mode de prise en charge, ça a été dit auparavant, les centres de référence, c'est important. Il y a une labellisation, non pas 2018, mais 2017 par rapport à ces centres. Donc on a un centre de référence coordonnateur, dont vous avez l'adresse internet ici, sur Paris, et puis une multitude de centres de compétences ou sites constitutifs sur l'ensemble de la France, avec l'idée qu'on puisse diminuer un peu l'errance diagnostique et on puisse homogénéiser le type de prise en charge, ce qui est important évidemment pour toutes ces maladies rares. Alors c'est une pathologie qui est assez différente de celle dont on a parlé tout à l'heure, dans le sens où tout ce qui est les signes articulaires, les douleurs sont assez peu présents, et ce qui est essentiellement présent, ce sont des signes mineurs, on va voir lesquels, essentiellement de transparence de la peau, de fragilité tissulaire, d'acrogérie éventuellement, comme vous voyez, avec ces mains extrêmement fines, d'hématomes spontanés qui sont au moindre choc, mais qui sont en soi pas forcément des complications, d'un visage un peu très fin le plus souvent, et qui expose cette pathologie à des complications qui sont complications sous forme de dissection ou de rupture artérielle, le plus souvent limitées, parfois fatales, de complications de type digestif avec essentiellement des ruptures coliques, et puis un âge médian de survenue qui est assez jeune, qui était 29 ans. Donc le plus souvent, ce sont des gens qui vont bien, qui sont relativement fragiles dans leur enfance et qui viennent ensuite dans le centre, sauf s'il y a une histoire familiale, pour une première complication. Alors ce que je voulais voir avec vous, c'était l'état actuel de prise en charge et puis est-ce qu'il y a des progrès thérapeutiques. Alors pour essayer d'avancer un petit peu là-dessus, on a fait une cohorte prospective nationale sous forme d'un ICRF, autrement dit d'un dossier informatisé patient qui est partagé par l'ensemble des centres de compétences et qui remplit au fur et à mesure un certain nombre d'éléments, d'items, de façon à ce qu'on puisse avoir une base de données nationale, évidemment qui est anonyme, et qui permet d'avoir l'image la plus fidèle possible de la pathologie telle qu'on peut l'avoir en France. Alors, on a regardé avec un des internes du service, Pierre Quenton, sur les critères diagnostiques cliniques, par exemple, quels étaient les critères que l'on connaissait qui apparaissaient pertinents après 10 ans, un peu plus de 10 ans d'expérience. Donc on a regardé sur 740 consultants, comme vous le voyez. En définitive, pour différentes raisons, on n'en a analysé que 500. Il y avait à peu près 384 cas qui est dit index, autrement dit la première personne de la famille, et puis 135 étaient apparentés. Parmi ces sujets, il y en avait qui avaient des mutations. Vous savez que c'est lié au gène COL3A1, collagène de type 3. Donc soit les gens avaient une mutation qui affirme le diagnostic, soit ils n'avaient pas de mutation et a priori ils n'avaient pas ce diagnostic-là. Et ce qu'on voulait savoir, si en définitive, si on pouvait prédire la positivité ou la négativité du test génétique simplement à partir des critères majeurs et mineurs qui ont été décrits. Vous savez en effet qu'il y a dans la ville de Villefranche, il y a un peu plus de 20 ans, il y a eu des critères qui ont été décrits comme des critères majeurs. Et vous voyez que c'est une peau fine, translucide, fragilité artérielle ou digestive, utérine, des ecchymoses extensives et un visage dit caractéristique, le visage de Madone, un visage fin. Et puis un certain nombre de critères qui ont été décrits comme mineurs et vous les avez les uns derrière les autres. Le plus souvent, ils sont moins fréquents, acrogérie, hyperlaxité, rupture tendino-musculaire, etc. Et donc cette classification a été revisitée l'année dernière à New York avec des critères majeurs et mineurs qui ont changé. La plupart d'entre eux, certains sont les mêmes, mais vous voyez qu'est rentrée dans le système une histoire familiale avec une mutation documentée, des ruptures artérielles, digestives ou utérines, et une fistule carotido-caverneuse. Les fistules carotido-caverneuses sont assez rares, mais en fait assez spécifiques de cette pathologie. Et puis tout le reste est passé en critères mineurs. Et donc on s'est dit, est-ce qu'en fait les critères révisés, ils sont meilleurs que les critères précédents? Alors il y a plein de chiffres, on ne va pas les regarder, parce que sinon c'est très lassant. Mais la chose qui nous a paru importante, après tout ce qui était la sensibilité, la spécificité de chacun des signes,
c'est que, visiblement, la fragilité artérielle avant 40 ans, c'est un signe fort, de même que la fragilité ou la rupture intestinale. L'histoire familiale compatible, c'est-à-dire d'avoir un apparenté au premier degré qui a fait une histoire de même type, une mort subite, une dissection artérielle avant 40 ans, c'est une histoire forte. Et puis après, il y a un certain nombre de signes qui sont rares, mais qui, en fonction d'une histoire, ne serait-ce que vasculaire, nous on a un centre essentiellement qui a un biais de recrutement vasculaire. Donc quand les gens viennent, souvent ils ont une complication. Vous savez qu'il y a des gens qui font une dissection carotidienne ou des choses comme ça. Ils n'ont pas du tout forcément un syndrome d'Ehlers-Danlos vasculaire, c'est beaucoup plus fréquent que le syndrome d'Ehlers-Danlos vasculaire. Et donc l'associer à un autre signe, comme le pied-bot par exemple, un faciès un peu caractéristique ou une acrogérie, ça a un poids cette fois-ci extrêmement fort. Donc l'association des signes est évidemment très forte. Et en fait, on s'est aperçu que les critères de Villefranche précédents étaient plutôt plus performants que les critères de New York actuels. Alors après, je voulais simplement vous montrer 2 ou 3 choses sur les mutations, et ça ne passe pas comme je voudrais, mais ce n'est pas grave. Le gène lui-même, il est un gène unique, le collagène de type 3. Pour l'instant, c'est le seul gène qu'on ait retrouvé comme responsable de cette pathologie. Ce gène-là, il va faire en sorte de produire un procollagène qui va s'arranger sous forme, on appelle d'homotrimère, c'est-à-dire une espèce d'hélice avec 3 fragments correspondants. À chaque fois que sur cette forme d'hélice, il va y avoir une malformation, qui est une mutation, l'hélice ne va pas être bien fichue. Et de ce fait-là, elle va être soit produite en moindre quantité, soit elle va être plus fragile et ne pas faire son travail, le travail du collagène de résistance au stress mécanique. Et vous voyez à droite, là c'est un schéma où on a le gène de haut en bas et tout un tas de mutations qui arrivent. Il y a actuellement plus de 600 mutations qui ont été décrites, donc pratiquement chaque famille a une mutation différente. On ne peut pas simplement chercher systématiquement la même mutation chez tout le monde, on va simplement screener, analyser l'ensemble du gène, et le plus souvent on a 2 types de mutations. Les mutations qui portent, on dit, sur une glycine, c'est un acide aminé extrêmement important répété dans ces homotrimères, ou bien des mutations qu'on dit d'épissage, c'est-à-dire qui vont supprimer une partie de l'homotrimère. Et puis les autres, qui sont des mutations qu'on dit d'haploïnsuffisance, c'est-à-dire où il y a une partie de collagène qui ne s'exprime pas, sont un peu moins sévères. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive, et ça a été, et c'est le cas de la plupart des maladies autosomiques dominantes, il existe des mutations dites de novo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire familiale, mais la personne est porteuse d'une mutation. Vous savez peut-être qu'à chaque enfant à naître, normalement, il hérite 50% du patrimoine génétique de son père, 50% du patrimoine génétique de sa mère. Un joyeux mélange de ses qualités et défauts génétiques hérités. Mais en plus de cela, il y a des variations nouvelles qui arrivent, environ une centaine, qu'on dit variations de novo, parce qu'elles n'existaient pas chez les 2 parents. Parmi ces variations de novo, la plupart sont très bien tolérées, mais parfois il arrive qu'elles soient mal placées, entre guillemets, sur le collagène de type 3, comme sur d'autres. Et approximativement, dans les maladies dites autosomiques dominantes, c'est-à-dire qui se transmettent de parents à enfants, dans 20 à 50% des cas, il n'y a pas de parents qui soient porteurs. C'est une nouvelle mutation qui apparaît. Donc il n'est pas très surprenant ici que dans cette étude qu'on a faite sur à peu près 180 personnes qui avaient une mutation du collagène de type 3, que dans 50% des cas, il n'y a pas d'histoire familiale. Et puis après, on a regardé éventuellement si quand il n'y a pas d'histoire familiale, il n'y a pas ce qu'on appelle du mosaïcisme, c'est-à-dire qu'il y a une partie des gamètes qui portent, une partie des gamètes transmetteurs, spermatozoïdes ou ovocytes, qui portent malgré tout la mutation pour des raisons biologiques particulières. Et en fait, 2 ou 3% de cela, ça arrive dans 2 ou 3% des cas. Ça veut dire que, bien que les parents ne soient pas porteurs, il arrive que dans 2 à 3% des cas, en fait, leurs spermatozoïdes, leurs gamètes portent la possibilité pour un autre enfant d'avoir la même mutation. Ce dont on s'est aperçu aussi, c'est qu'en fonction des mutations, les gens n'ont pas tout à fait la même présentation. Très schématiquement, vous le voyez en vert à droite, ceux qui ont les types de mutations qu'on appelle glycine ou les mutations qu'on appelle d'épissage sont plus sévères. Ils ont un âge de survenue des premières complications, vous voyez moyen, qui est à peu près à 28 ans dans la moitié des cas, alors que ceux qui ont d'autres mutations
qui emportent simplement l'ensemble du gène, mais qui permettent au gène normal de s'exprimer, ont 10 à 15 ans de délai par rapport à la première complication. Donc le plus souvent, c'est autour de la quarantaine. Donc il y a vraiment une différence de sévérité. D'autres choses dont on s'est aperçu toujours en travaillant sur cette base de données, c'est qu'en fonction le type de mutation, il y avait des complications qui existaient ou pas. Et la plus classique, c'est les ruptures digestives. Les ruptures digestives, dans notre expérience, n'arrivent que sur les mutations sévères de type glycine ou épissage. Les mutations dites d'haploïnsuffisance, quand on n'a pas le gène qui est exprimé, une moitié de gène exprimé, n'ont pratiquement pas de rupture digestive. Donc on peut comme ça affiner le conseil génétique ou affiner pour une personne à qui on trouve une mutation le pronostic en lui disant faites attention à ceci ou faites pas attention à cela en fonction de l'expérience que l'on peut avoir. Alors de façon en recherche, toujours dans l'état actuel des connaissances, on a aussi développé un modèle de souris qui porte ce type de mutation. Et on s'est dit, vous savez qu'on peut modifier le génome des souris, le génome des humains aussi, mais le génome des souris, ça a été fait plus facilement. Et on a donc introduit sur le collagène de type 3 chez la souris le même type de mutation. Et vous voyez que les souris, elles ne supportent pas bien ce type de mutation et qu'on peut avoir une mortalité d'à peu près 50% dans les 24 premières semaines de vie de ces souris-là, avec la courbe rouge, c'est les femelles, la courbe bleue, c'est les mâles. Vous voyez que les femelles meurent beaucoup moins que les mâles dans cette souche. Et donc, comme d'habitude, les dames sont plus protégées que les messieurs, au moins chez la souris. Et bizarrement, quand on regarde sur un autre fond génétique, là je vous ai mis les souris en noir des Black 6, il y a des espèces différentes de souris, des races différentes de souris si vous voulez, eh bien il y a un fond génétique où elles ne meurent pas du tout, que ce soit mâle ou femelle. Donc là il y a aussi ce qu'on appelle des gènes modificateurs, et c'est ce qu'on est en train de travailler, c'est-à-dire est-ce qu'en plus du collagène de type 3, le fait qu'on ait telle ou telle variation génétique en plus va faire en sorte qu'on va se présenter différemment ou on va être plus sévère. Et donc on est en train de travailler ça aussi bien chez les hommes que chez les souris, ou chez les cellules aussi. Et ça prend un peu de temps, mais on espère bien que dans l'année, on aura des premiers résultats, et dans les 2-3 ans, des résultats plus intéressants. L'autre point intéressant que je voulais partager avec vous, c'était le traitement. Le traitement qui est de référence pour cette pathologie, en dehors des préventions qui ont été décrites, c'est un traitement bêta-bloquant qui a été utilisé il y a une dizaine d'années, qui s'appelle le céliprolol, qui est un traitement bêta-bloquant un peu particulier, parce que vous savez qu'il y a des bêta-1 et bêta-2 récepteurs. La plupart du temps, les bêta-bloquants bloquent les bêta-1 et bêta-2 récepteurs, ou sont bêta-1 sélectifs. Ce bêta-bloquant était bêta-1 sélectif, ou antagoniste, et puis bêta-2 stimulant. Bêta-1 inhibiteur, bêta-2 stimulant. Et le pharmacologue Pierre Boutoury, qui avait pensé à cette drogue, pensait qu'on protégerait ici ainsi les vaisseaux périphériques. Une première étude avait été publiée il y a maintenant 7 ans, 8 ans, qui montrait sur un groupe limité de patients, vous voyez que c'était 33 patients, que ceux qui étaient sous traitement par céliprolol semblaient avoir moins de complications cardiovasculaires que ceux qui étaient sans traitement, ce qu'on appelle les contrôles. Donc vous avez ici le nombre de survies sans événement qui était bien meilleur avec le céliprolol qu'avec les témoins. Et en 2000, ça a été rappelé tout à l'heure, à gauche, vous avez l'espérance de vie, cette fois-ci, qui était décrite par l'équipe de Peter Byers sur plusieurs centaines de patients, 200 cas index et 160 apparentés, où il montrait que l'espérance de vie moyenne des sujets atteints de syndrome des Ehlers-Danlos vasculaire était de 48 ans, ce qui est dramatique quand on l'entend comme ça. Là, il faut bien comprendre ce que c'est qu'une espérance de vie. Moi, l'espérance de vie de la moyenne de la population des hommes actuellement, c'est autour de 85 ans. Je ne sais pas si vous avez vu dans Le Monde, il y a quelques jours, en fonction de votre niveau socioculturel et surtout de votre salaire, vous avez 10 à 15 ans d'espérance de vie en moins. Ceux qui sont à 300-500 euros vivent 15 ans de moins que les 5% les plus riches. Donc, il n'y a pas que la génétique. Il y a d'autres choses qui jouent sur l'espérance de vie. Toujours est-il que
cette espérance de vie, elle était de 48 ans et sur un groupe assez important. Et par rapport à la population américaine, vous voyez qu'elle est très abaissée. On a fait la même chose sur 15 ans de suivi des patients qui sont venus chez nous, 140 patients qui sont venus chez nous depuis 2002 pratiquement. Et vous avez en noir leur espérance de vie par rapport à la population française qui est en pointillé, qui est à peu près la même chose. Et vous voyez qu'elle est bien meilleure que ce qu'on attendait. Ça veut dire que prendre en charge les patients dans un centre de référence, avoir des mesures préventives, éventuellement avoir un suivi, éventuellement avoir un traitement, ça rend réellement des bénéfices en termes de prise en charge et de façon amusante, enfin pas amusante, de façon intéressante. L'espérance de vie dépend de la mutation, c'est en haut à droite. Les mutations vertes sont moins sévères que les mutations rouges et noires. Et ça dépend aussi du traitement par le céliprolol. Ceux qui sont traités par le céliprolol et qui acceptent de prendre un traitement par céliprolol, ils ont une espérance de vie bien meilleure, dans le cas précis, que les autres. Il faut savoir qu'on avait un biais, puisque la plupart du temps, on prescrivait le céliprolol, c'est 90% des gens, 80% des gens, et qu'il y a 10 à 20% des gens qui ne prenaient pas le traitement, et qu'en plus de ne pas prendre le traitement, ils peuvent aussi avoir des conduites à risque particulières qui ne sont pas simplement liées aux médicaments. Je vais m'arrêter là en décrivant des souris. On a plein de souris différentes qui sont déficitaires en collagène. De façon schématique, ce qu'elles n'aiment pas, c'est directement monter leur pression artérielle. Et ce que ça leur fait, c'est des ruptures de l'aorte. Parce que les unités lamellaires des souris, elles ont les aortes beaucoup plus fines que chez l'homme. On a, nous, au niveau de notre aorte, environ 40 à 60 unités lamellaires. Les souris en ont 3. Et donc, le collagène dans les souris est encore beaucoup plus important que le collagène chez l'homme en termes de résistance vasculaire. Et il suffit simplement, pour ces souris qui sont déficitaires, d'avoir des variations de pression artérielle pour faire en sorte d'entraîner des ruptures de l'aorte thoracique. Et donc, on a là un modèle qui est assez intéressant pour vérifier si éventuellement certains traitements sont efficaces. Et donc, je vais simplement terminer par cette figure-là. On a un traitement vert ici, qui est un autre bêta-bloquant que le céliprolol. Chez la souris, il n'a pas d'efficacité. On a un traitement bleu, qui est le traitement par un losartan, c'est-à-dire un traitement qui est un bloqueur du système angiotensine. Il est très efficace chez la souris. On a un traitement rouge, qui s'appelle l'amlodipine, qui est un inhibiteur du calcique et qui n'est pas du tout efficace chez la souris. Et ces résultats nous ont conduit à débuter. Alors ça, c'est aussi sous losartan. Quand on arrête le losartan, c'est la partie off. On retrouve une mortalité. Donc on voit que l'intérêt du médicament, c'est d'être poursuivi dans ce modèle-là. Et qu'on a un très bon pourcentage de survie à droite, même quand on débute le losartan assez tard dans la vie de la souris. Et quand on regarde, pour ceux qui connaissent un petit peu les artères, on voit ici qu'il y a des dissections. Il y a des dissections, mais qui sont... j'ai peur de tout casser si jamais je fais des bêtises. Vous voyez, je savais. C'est pas grave. Et donc, oui, ça doit être ça. Ouais. Et donc, et ça, c'est comme ça, c'est en arrière, génial. Et donc, ici, vous devriez avoir une artère toute fine comme ça. Et là, elle est disséquée, mais en fait, elle est disséquée, mais elle n'est pas rompue. C'est-à-dire que la souris survit avec ça. Elle garde sa fragilité, mais en définitive, le traitement, parce qu'il abaisse la pression artérielle et parce qu'il a des effets propres, va faire en sorte de limiter la casse, entre guillemets. Et donc, on a débuté un protocole chez les hommes et les femmes correspondantes, qui a débuté il y a maintenant près de 2 ans, avec l'idée d'ajouter ce traitement au traitement déjà existant chez les patients avec syndrome d'Ehlers-Danlos vasculaire. On a un effet, enfin on a une étude multicentrique. On a à peu près inclus 65 patients pour l'instant. On espérait 100. C'est difficile d'avoir un grand nombre de patients, mais on verra au bout de 2 ans si effectivement il y a plus de lésions vasculaires chez ceux qui ne sont pas traités que chez ceux qui sont traités ou inversement. Voilà, puis on fait plein d'autres études pour essayer d'avancer un petit peu sur cette pathologie qui est absolument passionnante. Merci de votre attention. Merci professeur.